On retrouve Grégoire Verdeau, directeur du commerce international à l'Institut Sapiens. Bonjour. Donald Trump a lancé sa guerre commerciale avec l'augmentation des droits de douane. L'augmentation des droits de douane, ça ne fait pas en soi une politique économique. Quel est son objectif? Alors écoutez, c'est toujours un petit peu théâtral avec Donald Trump. C'est un grand showman, mais c'est vrai qu'après presque un mois et demi, 2 mois de présidence, on commence à y voir plus clair. Moi, j'appelle ça le productionnisme. On parle beaucoup de protectionnisme, mais en fait, les États-Unis se sont quand même largement ouverts à la mondialisation depuis une vingtaine d'années. Et ce qu'essaie de faire le président Trump, c'est de ramener la production des biens et des services, mais surtout on parle d'industrie, d'industrie manufacturière sur le territoire américain. Vraiment, l'équation, c'est ramener la production aux États-Unis, attirer l'épargne mondiale vers le financement de l'économie américaine, et tout ça sans baisser les impôts, en promettant un environnement fiscal extrêmement favorable et vraiment des mesures de dérégulation très fortes qu'on a vues mises en œuvre en partie sous la recommandation de Elon Musk. C'est un pari qui est quand même extrêmement risqué, puisqu'il s'appuie aussi sur la contrainte commerciale qui est très bien expliquée dans votre reportage. Et comment vous interprétez les changements d'annonce d'un jour à l'autre de Donald Trump, notamment sur les droits de douane? Alors, c'est un pari risqué, je disais à l'instant, pour trois raisons. Vous avez une raison de court terme très bien expliquée dans votre reportage, qui est effectivement la réaction des entreprises américaines elles-mêmes, puisqu'elles vont faire face à des mesures de rétorsion commerciale à l'exportation. Et puis, comme vous le montriez, pour beaucoup d'opérations industrielles, les produits, notamment vers l'Amérique centrale, franchissent plusieurs fois la frontière. Donc la réaction des marchés boursiers à court terme a été assez mitigée, pour dire le moins. Moi, je vois plus loin que ça, c'est-à-dire qu'il y a déjà des effets inflationnistes, c'est-à-dire qu'évidemment, lorsque vous renchérissez le coût des importations, et les États-Unis importent énormément, bien évidemment, ça se ressent sur le prix de tous les biens et les services et l'élévation générale du niveau des prix. Il y a même un exemple qui est caricatural, mais qui touche tous les Américains tous les matins, c'est le prix des œufs, qui a énormément augmenté en plus dans un contexte de grippe aviaire. Et puis vous aurez, dans le cours de l'année, une vraie question qui va se poser sur le rôle du dollar, parce que si le pari de Trump ne prend pas, se retirer, fragiliser son insertion dans l'économie mondiale de cette manière, alors que le dollar est la monnaie de l'économie mondiale et que les Américains sont extrêmement endettés, c'est vraiment un pari très risqué. Et vous parliez de risque d'aggravation de l'inflation, mais il y a aussi le risque d'aggravation de la pauvreté. Évidemment, bien sûr, puisque si vous avez parlé de la Chine, à juste titre, les produits chinois, on le sait, alors il faut éviter les généralisations parce que la Chine est devenue un géant technologique sur des produits à très forte valeur ajoutée, mais c'est également, on le sait tous, un peu l'atelier du monde et il y a beaucoup de produits de grande consommation à bas coût qui arrivent partout dans le monde, y compris aux États-Unis. Et donc, effectivement, le fait d'augmenter les droits de douane sur l'ensemble des produits chinois, ça va être quelque chose qui va renforcer la pauvreté et la baisse du pouvoir d'achat sur les classes modestes aux États-Unis. Et par ailleurs, pour revenir toujours à cette décision sur les droits de douane, ça crée un climat d'incertitude que redoutent en principe les entrepreneurs. Est-ce que c'est pas contradictoire avec sa volonté affichée, vous en parliez au début, d'attirer les entreprises, de réindustrialiser les États-Unis? Quelqu'un dans votre reportage disait à très juste titre, c'est une affaire d'ordre des choses. Et c'est vrai qu'on a le sentiment, on voit un peu la limite de l'idée que les grands chefs d'entreprise peuvent gouverner un pays comme ils le font pour un groupe, ne serait-ce que parce que le temps n'est pas le même. Et personnellement, je vois une certaine cohérence dans la doctrine économique du président Trump, ce productionnisme, c'est-à-dire ce désir de ramener la production sur le territoire des États-Unis, mais c'est vraiment le calendrier dans lequel c'est fait, le caractère de brutalité. Il n'y a pas véritablement de stratégie de politique industrielle telle que les Chinois l'ont mise en œuvre avec beaucoup de succès sur 10 ou 15 ans. Et quels sont les intérêts économiques et les secteurs de la finance américaine que défend Donald Trump? Alors, il y a une petite précision à faire, c'est que je disais, c'est pas du protectionnisme, parce que quand vous voulez attirer les capitaux du monde entier chez vous, ben, en fait, vous ouvrez votre marché à des concurrents étrangers.
La seule chose, c'est ils sont étrangers, mais ils viennent produire chez vous. On a vu, je crois, il y a 3 jours, le patron d'une grande compagnie de fret maritime européenne qui s'est rendu dans le bureau ovale pour annoncer 20 milliards de dollars, donc 18 milliards et demi d'euros d'investissement aux États-Unis. Donc, si vous voulez, on pourrait dire ça marche. Et en réalité, les investissements étrangers qui vont se faire aux États-Unis vont représenter une concurrence pour les entrepreneurs américains eux-mêmes. La difficulté, encore une fois, c'est vraiment le rythme auquel tout cela est fait. On ne reconstitue pas une filière industrielle euh, en claquant des doigts, simplement par des mesures de rétorsion. C'est quand même une des grandes fragilités de la proposition du président Trump, c'est le rythme auquel c'est fait. Oui, et puis les pays concernés, le Canada, le Mexique, la Chine et puis l'Europe qui est la prochaine sur la liste, ils vont riposter. Quelles peuvent être les conséquences sur l'économie mondiale? Ah ben, je reviens sur le risque, c'est que les États-Unis représentent 27% du PIB mondial, donc ils ne sont pas du tout seuls à bord. Pour vous donner les ordres de grandeur, quand vous combinez les États-Unis, l'Europe et la Chine, vous aboutissez à peu près 45% du commerce mondial. Vous rajoutez le Japon, la Corée du Sud et le Royaume-Uni, vous avez 55. Les États-Unis ne sont pas la seule proposition de valeur industrielle et financière sur le marché mondial. Et le risque, c'est que clairement, un certain nombre de pays décident de s'organiser différemment, à commencer par les Européens, pour lesquels le marché américain est important, mais pas du tout le seul. Et effectivement, en France, c'est particulièrement impopulaire de parler de l'intérêt de l'accord avec le Mercosur, mais si on est parfaitement objectif, avoir des deals régionaux et bilatéraux intéressants pour l'Union européenne, c'est vraiment une solution de repli qui est extrêmement importante. Le mot que je voudrais dire, c'est à propos de l'Allemagne, parce que l'Allemagne est la grande faiblesse du système européen actuellement. Sa stratégie commerciale et économique qui a été poursuivie avec beaucoup de continuité sous le chancelier Schröder et le chancelier Merkel est aujourd'hui mise complètement en échec, hein, c'est-à-dire dépendance absolue à l'exportation, dépendance énergétique vis-à-vis de la Russie et dépendance, dans le cas des États-Unis, aux exportations de l'industrie pharmaceutique et automobile. Donc, moi, malheureusement, étant à Bruxelles, je me demande si la réaction européenne sera aussi forte qu'elle pourrait l'être, parce que malheureusement, les Allemands sont pris à la gorge. Mais Frédéric Merz a annoncé visiblement un changement de cap. On verra si ça se concrétise. Pour la France, quels peuvent être les secteurs les plus touchés? Alors écoutez, malheureusement pour elle, la France n'exporte pas beaucoup aux États-Unis. Pardon d'être un peu direct, mais notre politique commerciale est devenue beaucoup moins compétitive qu'elle l'était dans le temps. On a évidemment bon, le secteur du luxe, quelque chose qui va peut-être souffrir, mais vous avez vu que le président, par exemple, du groupe LVMH, Bernard Arnault, semble avoir les meilleurs rapports avec le président Trump. Mais là aussi, je crois qu'il a déjà annoncé qu'une partie de la production irait se faire aux États-Unis. Euh, donc pour la France, c'est pas un enjeu absolument majuscule, peut-être en dehors des filières agricoles, de vins, de spiritueux, de produits de luxe, ce qui est toujours essentiel. Mais je crois que pour la France, le changement de donne, si on le met aussi dans d'autres contextes, comme par exemple les annonces qui ont été faites sur le domaine de l'Europe de la défense, c'est plutôt une opportunité. Parce que, par exemple, si on prend le secteur de l'armement et les investissements stratégiques, la France est un très grand exportateur, je dirais presque partout, sauf en Europe, du fait de la confiance qui a été placée par les partenaires européens de la France envers les États-Unis et moins vers l'appareil de défense français. Donc là, les choses sont en train de changer. Mhm. Et quelle cohérence vous voyez entre, d'un côté, une politique économique dérégulatrice et protectionniste de l'autre, et une administration autoritaire et brutale? Ah, écoutez, je crois qu'il y a une grande défiance vis-à-vis des institutions. C'est-à-dire que ce qu'on voit, ce sont des décisions qui sont prises de manière extrêmement rapide, on dirait exécutive, et qui ne veulent plus s'inscrire dans le cadre d'institutions et de procédures qui sont prévisibles pour les partenaires commerciaux des États-Unis. Et évidemment, le plus grand symbole de ça, c'est que tout ça se passe, je l'ai déjà dit dans d'autres interviews, comme si l'Organisation mondiale du commerce avait cessé d'exister. Or, c'est important de le rappeler, c'est 45% de l'économie mondiale, du commerce mondial, pardon, qui sont entre les États-Unis, la Chine et l'Union européenne, n'ont pas d'accords commerciaux entre eux. Donc, par défaut, le seul
la seule fondation sur laquelle repose ce commerce entre les trois grands, c'est l'Organisation mondiale du commerce. Et aujourd'hui, elle est totalement paralysée parce que les États-Unis, sous Trump et sous Biden, ont décidé de la paralyser. Sauf que là, il y a quand même une dimension très brutale. Il a envoyé l'armée pour chasser les migrants. Il maintient la Mm. menace. Donc c'est quand même une forme de management par la terreur. Et par ailleurs, est-ce que tout cela ne tourne pas le dos à une politique économique qui prend en compte la lutte contre le réchauffement climatique? Absolument. Les États-Unis, je pense, si on simplifie à l'extrême, savent qu'ils ont un atout énergétique considérable, euh, alors qu'ils sont dans une forme de rivalité et de perte de vitesse technologique vis-à-vis de la Chine. Et si on prend le secteur du véhicule électrique, qui est vraiment devenu une espèce de véhicule symbole des temps que nous traversons, nous voyons bien que la domination technologique est chinoise, totalement verticale depuis le début jusqu'à la fin. Les États-Unis ont décidé qu'ils avaient une indépendance énergétique qui était un facteur de puissance et donc ils allaient en réalité se fonder là-dessus. Et effectivement, ils ont tourné le dos aux accords de Paris de la même manière qu'ils ont tourné le dos à l'Organisation mondiale du commerce, à l'Organisation mondiale de la santé et peut-être à l'OTAN. Donc on en revient à ça. Il n'y a aujourd'hui pas de signe d'attachement des États-Unis, d'inclusion dans des organisations internationales et des processus internationaux. Et ça, c'est peut-être la très 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 grande vulnérabilité des Européens, c'est que les Européens ont énormément investi dans ce dispositif de discussion et de négociation multilatérale et aujourd'hui, il est complètement hors circuit. Bon, on verra si à la fin du mandat, les États-Unis, à la fin du mandat de Donald Trump, sont great again. Merci beaucoup, Grégoire Verdeau, Merci, pour merci votre à analyse. vous. Merci à vous.